Bonjour à tous. Voici pour vous les échos du continent. Cette journée du 8 octobre 2020, le mini-sommet entre les chefs d'État de la RDC, du Rwanda, de l'Ouganda et de l'Angola s'est enfin tenu par visioconférence mercredi dernier. Félix Tshisekedi, de qui l'initiative est partie, a pris part aux travaux depuis la ville de Goma, frontalière avec le Rwanda. Théoriquement, les 4 dirigeants disent vouloir éradiquer les forces négatives et les groupes armés opérant dans la région des Grands Lacs et particulièrement en RDC. Bien qu'aucune décision majeure n'ait été communiquée à l'issue de cette discussion qui auront duré près de 3 heures, Félix Tshisekedi, Joao Lourenço, Paul Kagame et Yoweri Museveni ont cependant exprimé leur volonté, je cite, de renforcer les mécanismes sous-régionaux existants afin de couper les forces négatives des sources de financement. Fin de citation. Cette volonté commune tient de ce que certains groupes armés actifs en RDC comme les ADF, les FDLR, les Red Tabara et d'autres mouvements ont des origines et ou des attaches soit rwandoises, soit en Ouganda et au Burundi. Ces 3 pays sont également accusés par l'opposition congolaise et la société civile de servir de point de sortie des minéraux exploités illégalement en RDC. Les 4 chefs d'État ont ainsi affirmé leur volonté de lutter contre les réseaux mafieux régionaux et internationaux qui contribuent à l'exploitation au commerce illicite des ressources naturelles dans la sous-région des Grands Lacs. Direction le Mali. Les militaires ont annoncé hier la libération de 12 personnalités civiles et militaires arrêtées après le coup d'État du 18 août dernier, dans les rangs desquels l'ex-premier ministre Boubou Cissé. Cela s'annonce comme une étape supplémentaire après la nomination d'un gouvernement de transition dirigé par Bandao et la levée lundi dernier par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de l'embargo commercial et financier qui touchait durement le pays depuis plus d'1 mois. Selon un communiqué publié sur les réseaux sociaux du CNSP, on retrouve aussi parmi les personnalités libérées l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussa Timbene, des généraux Ibrahima Daïrou Dembélé, Mbemba Moussa Keïta, Oumadao Wakone, Boukari Kodio, Adraman Babi, Abdoulaye Koulibaly, Moustapha Dragbo et le colonel-major Fagumba Kansai. Restons au Mali où la situation de Sophie Petronin, la française prise en otage, reste entourée d'incertitudes. La famille de Sophie Petronin a laissé entendre qu'après près de 4 ans de détention dans un lieu inconnu, son transfert au nord du Mali vers la liberté est en cours. Cependant, les autorités maliennes et françaises ont gardé un silence total, se gardant de confirmer la libération de dizaines de djihadistes, 206 pour être clair, selon un organe de communication d'Al-Qaïda étalé entre le week-end et mardi, visait la libération des 2 otages. Ces 2 derniers avaient changé de main. Direction l'Afrique du Sud. Des rassemblements contre le gouvernement ont eu lieu dans plusieurs villes hier, mercredi. À l'appel du congrès des syndicats sud-africains, le principal syndicat du pays, des manifestants ont fustigé plusieurs scandales de corruption liés à la gestion de la pandémie de coronavirus. La colère des manifestants tient de ce que des travailleurs de la santé du secteur public sont morts en contractant le coronavirus parce que les équipements de protection n'étaient pas de bonne qualité pour les protéger alors qu'ils essayaient de protéger les populations. Dans la capitale Pretoria, des centaines d'infirmiers, de postiers et de policiers ont défilé dans les rues pour réclamer une hausse des salaires, fonds détournés, contrats passés auprès de sociétés politiquement amies, surfacturation et fraude. L'Afrique du Sud est confrontée ces dernières semaines à une série gênante de scandales de corruption liés aux fonds alloués pour lutter contre la pandémie. C'est dans un contexte où des enquêteurs épluchent les comptes de plus de 600 sociétés et organismes ayant reçu plus de 250 millions d'euros pour finir des équipements de protection aux soignants et distribuer de l'aide. Plus de 2,2 millions de personnes ont perdu leur emploi entre avril et juin, alors que les inégalités se creusent dans le pays le plus industrialisé du continent. Direction à présent le Kenya. 2 des 3 accusés ont été déclarés coupables hier mercredi de complot en vue d'une action terroriste et de soutien aux commandos qui avaient attaqué un centre commercial de Nairobi en septembre 2013. 7 ans après les faits et après 4 reports, le juge a estimé que les 2 prévenus, Mohamed Ahmed Abdi et Hassan Hussein Mustafa, avaient conspiré et apporté un soutien aux 4 membres du commando qui avaient tué lors des affrontements. Leurs peines seront prononcées lors d'une audience ultérieure. En revanche, le 3e accusé, Liban Abdullahi Omar, a été acquitté de tous les chefs d'accusation et immédiatement relâché. Les faits remontent au 21 septembre 2013. Des terroristes avaient lancé un siège dans un centre commercial de la capitale, une attaque qui avait fait plus de 67 morts et des centaines de blessés. Le groupe islamiste des Shebab avait revendiqué l'attentat en représailles à l'intervention militaire kenyane en Somalie.
Nous sommes en Algérie. Dans un contexte de crise économique profonde, les Algériens semblent très sceptiques sur la capacité du gouvernement, qualifié par ses opposants d'antidémocratique et de corrompu, à changer leur quotidien. Dans les rues de la capitale, la population est plutôt pessimiste. Le nouveau président algérien s'est pourtant engagé à réviser la constitution et lancer son pays dans ce qu'il promet, je cite, comme la nouvelle république. Fin de citation. Les partis d'opposition qui soutiennent les manifestations antigouvernementales sont pour l'heure divisés entre l'appel au vote et le boycott du référendum. Nous achevons ce tour d'Afrique en Éthiopie où les sénateurs ont voté en début de semaine pour une rupture des contacts avec les responsables de cette région frontalière de l'Érythrée et du Soudan. Une réponse forte aux leaders du TPLF qui sont accusés d'avoir défié le pouvoir en place en organisant en septembre l'élection des députés alors que le scrutin avait été reporté en raison de la situation sanitaire. Cette décision accroît encore le fossé qui s'est creusé entre le gouvernement et le TPLF. Le Premier ministre Abiy Ahmed a d'ailleurs dénoncé la légitimité du scrutin alors que les leaders tigréens ont déjà annoncé que les futures décisions prises par le gouvernement fédéral ne seraient pas appliquées dans leur région. Le pouvoir en place à Addis Ababa a exclu pour le moment toute idée d'intervention militaire ou de coupe budgétaire dans cette région qui, avec ses 110 millions d'habitants, représente environ 6% de la population éthiopienne. C'est la fin de cette autre livraison d'Écho d'Afrique. Restez sur les antennes de DBS Télévision. À très bientôt.